Salut. Et Salut Nourdine. Salut Nourdine. tu m'entends bien là? Salut. Salut, salut. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ok. Comment ça va? Oh, comme d'hab, hein. Comme d'hab. Il Début de fait journée. chaud chez toi, je crois, hein? Et toujours aussi chaud. Ah ouais. Voilà. J'ai vu que dans le sud-ouest de la France aussi, il fait très chaud. Nous, ça va. Ici, c'est bon. Hier, il faisait particulièrement chaud, mais ouais, ça va chouïa. Comme d'hab. Alors, Et de ton côté? c'est bon, ça roule. Alors, il n'y a J'attends rien qu'il du tout pour le moment. j'attends qu'il y ait un petit peu de monde parce que Ouais. il y a quelqu'un qui m'a posé la question en Attends, message je vais privé. inverser les écouteurs parce que. Ouais. Vas-y, tu parles? Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, il a fait un live, enfin un live, il avait fait un passage aussi sur, il a posté un truc sur TikTok Ouais. concernant le fait que dans les escales, surtout en France, ou là en Allemagne, et il poste les avions d'Air Algérie avec les autres avions de ce que tu sais. Ouais, les cousins. Ouais, Mais ça fait depuis toujours. mais les gens ne le savent pas. Ah ouais, Les gens ne savent pas, mais c'est une question de sécurité. bien sûr. C'est pour des raisons de Et ça sécurité. fait longtemps, ça. Oui, Et quand je volais, ça se faisait encore déjà. exactement. C'est ce qu'on faisait en Allemagne, en France, partout. Oui, oui, absolument. C'est une mesure justement de sécurité qu'il ne peut pas y avoir de Pour pas tirarbéchir qu'ils comme d'un autre. pour pas qu'ils s'éliminent entre eux. Voilà, c'est tout. Ouais. Et les gens, bon, le gars, il se posait la question, mais il se posait pas la question. Il disait c'est pas normal, bon, parce que bah, ils ne comprennent pas, hein, c'est pas. Ouais. Ouais. Attends, je vais aller chercher mon chargeur, moi, parce que ça bouffe de la batterie, le live, là. Hein. Pardon? Fragile, l'Amazonie, c'est incontestable, il faut protéger, c'est fragile, mais c'est très largement fait par les populations qui y habitent. Et puis, il y a d'autres écosystèmes, et j'interroge les instances multilatérales pour savoir pourquoi elles sont moins expérimentées. Je suis à 48% et ça va chuter. Alors. Ah mon Dieu. Ah, j'étais en contact tout à l'heure avec Armand Manfer. Pardon. Alors, hop là. Alors, voilà. Ah, je te reçois plus là. Répète. Ah, c'est pour ça. D'accord. Ça veut dire que je descends, je remonte. Et là, ça va mieux. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non. Bon, je vais redescendre.
Attends, 1, 2, 3. Rien. Toujours rien, j'y vais. C'est pas le son. C'est peut-être les écouteurs, hein. On va voir ça. Salut, monte. Pour voir le son. On va tester avec Salut. Salut Nordine. Salut le chat. C'est toi qu'on n'entend pas, Nordine. Hein. C'est toi qu'on n'entend pas. Je te disais que c'est toi qu'on n'entendait pas. Salut JB, tu m'entends? Oui, je te reçois 5 sur 5, Farid. Ah, c'est le problème de Nordine, hein. C'est Nordine qui nous entend pas. Oui, Je lui ai écrit un message. Ouais. Ce qu'il devrait faire, c'est qu'il devrait relancer le live ou bien descendre et remonter, je sais pas. Il peut pas descendre et remonter, soit il arrête voilà, à la rigueur, faire ça, voilà. C'est lui qu'on n'entend pas, on t'entend très très bien depuis tout à l'heure. Ouais. Alors. Aïe. C'est mieux? Oui, là, voilà, mieux, c'est impliqué. Je vois qu'il y a Hamza Ben Abid. Ouais, j'aimerais savoir juste une chose. Est-ce que Hamza Ben Abid, c'est le monsieur qui avait une boîte qui s'appelait Agro quelque chose et pour laquelle j'avais travaillé, j'avais fait une présentation, j'avais fait un travail il y a quelques années en arrière. J'aimerais bien qu'il me précise. Voilà. Salut, ton micro. Ah, merci. Je sais pas, je connais pas. Donc, alors, Farid, ce qui se passe, parce que moi, le nom me dit quelque chose. Le nom me dit quelque chose. J'avais travaillé pour quelqu'un à l'époque sur je me souviens plus sur quel sujet c'était. J'avais fait un travail d'expertise pour quelqu'un qui s'appelait Hamza Ben Abid, il me semble bien. Il n'a qu'à confirmer. Il y a très longtemps. Hein. Il devrait, mais il est là. Attends, on va voir s'il veut montrer. Farid, c'est des problèmes du Bluetooth. Ouais. Moi, je suis sur câble. Moi, je suis sur casque filaire. Hein. Quand il y a un problème comme ça, il y a deux choses. C'est ou le chargeur ou le Bluetooth. Ou les écouteurs. Non, tu vois, moi, je suis sur chargeur, ça marche bien. Hein. Mais c'est pas pareil pour tous les téléphones, effectivement. Ok. Un moyen produit. Non, on n'a pas ça. On n'a pas ça en magasin. Ah, bonjour, docteur Cornelius. Bonjour. Salut, docteur. Là, si, il y a un moyen. C'est de fermer les yeux et de rêver, c'est tout. Et c'est pas frauduleux, c'est autorisé. Voilà. Alors, Force One. Je sais pas qui c'est qui m'a envoyé aujourd'hui. C'est toi, Farid, qui m'a envoyé l'alarme configuration décollage. Là, c'était très net. Hein. Oui, tout à fait, oui. Ah ouais. Même vous en parliez hier, même le vol de Tiaret aussi, c'était moi. Oui, moi j'ai répondu à, je crois que c'est Jalal, oui, qui m'avait envoyé. Je lui ai expliqué ce qu'on a dit hier, je lui ai écrit, quoi. Et voilà. Oh, c'est des choses qui arrivent, hein, des pressurisations, bon. Ouais, dépressurisation, bon, je dis pas que tout le monde a eu ça, mais on a tous eu des problèmes de pression, tout au moins dans le temps. Hein. Puis même maintenant, de toute façon, il y a toujours possibilité qu'il y ait un problème. Moi, c'était pas si loin que ça, c'était en 2010, en 330. Hein. Retour de Marseille. Ah ouais. Retour de Marseille. Heureusement qu'on était à côté de Palma, donc on est descendu niveau 110. Ouais. Et on est rentré sur Alger.
Donc, Moi, j'ai eu une panne de pressu qui était bizarre. C'était une erreur du mécanicien navigant qui a, qui a fermé les packs au lieu de fermer les rameurs. Voilà. Donc, non, c'était pas moi. Peut-être c'était pas un cousin. D'accord, ok, pas de problème. Comme quoi, des fois, ce qu'on appelle en anglais des finger failures. ouais, On touche un bouton et on croit toucher un bouton, on touche l'autre à côté. Bon, depuis, je pense qu'on a bien amélioré les cockpits pour qu'il n'y ait pas de confusion, mais il y a eu dans le temps, il a existé des cockpits où c'était un petit peu dangereux, hein. Moi, je me souviens toujours de la procédure je sais pas si tu t'en souviens, toi, Nordine, bon, t'as pas fait beaucoup de 727, oui, t'as fait du 27, mais pas fait la énormément, ligne. mais je sais pas si tu te souviens. La procédure qu'on avait quand on avait split flap, c'est-à-dire dissymétrie entre les intérieurs et les extérieurs. Et il y avait une procédure qui consistait pour le mécanicien navigant, on mettait le système, on mettait les volets sur alternate, donc ça mettait en route le circuit hydraulique stand-by, mais surtout ça fermait les vannes d'alimentation hydraulique des volets. Donc on fermait ces vannes, on les mettait au retour, et le mécanicien navigant devait tirer le breaker des robinets de ces vannes, de ces pompes, de ces moteurs hydrauliques des volets qui étaient en défaut. Et ces breakers se trouvaient juste à côté des breakers de l'indicateur de position volet. Et si jamais il se trompait, qu'il tirait le breaker des indicateurs de position volet, les indicateurs de position volet restaient bloqués, bien évidemment, puisqu'il n'y avait plus d'alimentation. Mais par contre, les volets continuaient de sortir. Exact. Et donc, ça pouvait être dramatique. Voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose à laquelle il fallait faire très, très attention. Ouais. Mais bon, je pense que maintenant, on a résolu l'ergonomie sur les cockpits a été bien, bien améliorée, hein. Voilà. Puisqu'il y a un petit peu plus de monde que tout à l'heure, on va, on va redonner l'explication pour ceux qui sont tombés sur la vidéo sur TikTok concernant Ouais. le fait que les avions d'Air Algérie à Charles de Gaulle ou à Francfort Ouais. sont parqués au satellite à côté des avions d'El Al, pour dire la compagnie. Alors, il faut savoir que c'est une mesure de sécurité qui est adoptée depuis très longtemps, pas seulement pour Air Algérie ni El Al ni rien. Quand il y a des antagonistes comme ça au niveau politique, au niveau aérien, dans les aéroports, on les parque ensemble pour mesure de sécurité. Voilà, c'est par mesure de sécurité qui sont côte à côte. C'est comme si, par exemple, tu faisais réconcilier deux frères ennemis, enfin réconcilier, c'est un gros mot, pour que personne ne tente Personne ne s'approche. Voilà. de s'approcher, c'est tout. Voilà. En fait, Donc c'est une disposition tout à fait normale, il faut rien voir là-dedans parce que le gars, quand il avait fait sa vidéo, il posait pas seulement la question, il disait pourquoi et c'est pas normal, le truc et tout. Donc il était sur le outré, alors que c'est tout à fait normal. Bon, les gens ne le savent pas, c'est tout, hein, maintenant ils le savent. Salut Alice. alors, Anis, oui, bonjour. Alors, Farid, t'as pas d'autres questions aujourd'hui? Elle est de vendredi, vendredi il se repose. Non, mais c'était intéressant ta réponse par rapport à la vidéo, à l'alarme. Ce serait bien que tu expliques un peu la chose. C'est-à-dire que, bon, elle ne Voilà. s'éteint Le- que si tu actives, Voilà, le plus simple. Quand on pousse les manettes de gaz, si soit le trim n'est pas dans la plage de décollage, dans la plage verte, c'est-à-dire si tu regardes bien sur la vidéo, à côté du trim, tu as une échelle de valeurs, ça c'est les valeurs d'indicateurs de trim pour savoir comment on doit le régler, et il y a une bande verte, il y a une plage qui est verte. Ça c'est la plage de décollage. Donc si le trim doit être positionné dans
dans cette bande verte, et les volets doivent être en position décollage. Alors ça, c'est le truc le plus simple, hein. Je m'entends bien, hein. Attention, je ne parle pas des avions sophistiqués, comme nous en a parlé Pagnol l'autre jour. Les avions très sophistiqués, ça va plus loin que ça. Mais déjà, au minimum, si le sélecteur de volet n'est pas dans une position volet agréée au décollage, et si le trim n'est pas dans la plage verte, dès qu'on pousse les manettes de gaz, ça se met à sonner et on ne peut pas l'arrêter, sauf à sortir les volets dans la bonne position, sauf à corriger la configuration. Soit mettre le trim dans le vert si les volets sont sortis, soit si le trim est dans le vert, sortir les volets pour arrêter l'alarme. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, l'autre jour, Pagnol nous disait que selon le braquage volet qui avait été sélectionné dans les ordinateurs de bord, à ce moment-là, si le braquage volet retenu n'était pas affiché, il y avait alarme également. Voilà. Il a disparu, Farid. Ouais. Ça lui arrive souvent, hein, je ne sais pas, est-ce que c'est un problème de connexion ou les belles qu'il a reçu un coup de fil, je sais pas. Oui, possible. Ouais. Possible. Alors. Voilà, le mode qui a posé la question, si un train d'atterrissage ne sort pas, c'est quoi la solution? Je dis, on le sort en mode secours. La procédure existe manuellement. Donc il y a toute une checklist à faire. Il y a une vitesse à respecter, il y a une configuration à respecter. Et il y a un timing à respecter pour faire sortir ce train au secours. Vas-y, si tu veux développer plus, puisque ça t'est arrivé. Oui, la procédure, bon, parce que finalement, ce que fait l'hydraulique quand on sort le train, l'hydraulique ne fait jamais que déverrouiller la position haute du train. Ensuite, l'hydraulique, quand tout marche bien, l'hydraulique ralentit la descente du train pour ne pas faire trop de choc sur l'avion. Et ensuite, l'hydraulique verrouille la contrefiche, c'est-à-dire donc on fait un verrouillage bas du train, le verrouillage en position sortie. Bon. Quand on fait une sortie secours, c'est qu'on n'a plus d'hydraulique. Donc on va actionner d'une manière ou d'une autre, alors ça dépend des avions, hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va déverrouiller en fait le verrouillage haut du train d'atterrissage et le train va descendre sous son propre poids et se verrouiller comme ça. Et sur les anciens avions, moi que j'ai piloté, sur le 37 et le 27, on nous disait que si jamais le train manquait à se verrouiller bas, comme il se verrouille par gravité, hein, il fallait faire quelques ressources avec l'avion, donc lui donner un peu des facteurs de charge, et normalement le train devait se verrouiller comme ça. Et ensuite, bien sûr, on vérifie qu'on a les trois vertes et tout ça. La particularité en général, c'est que sur les avions qui ont des trappes de train, eh bien, quand on sort le train en secours, les trappes de train restent ouvertes, ce qui provoque une plus grande traînée et plus de bruit sous l'avion. Voilà. Et il faut savoir qu'en remise des gaz, il ne rentrera pas. Ah bah oui, bien sûr. Il a été sorti en secours, donc voilà. No way. Donc c'est important à considérer dans le cadre de l'atterrissage, parce que il faut qu'on soit sûr, quand on a sorti le train en secours, il faut qu'on soit sûr de pouvoir se poser, parce que la remise de gaz, par définition, la remise de gaz, on doit rentrer le train d'atterrissage, et si on ne peut pas le rentrer, la remise de gaz, elle n'est pas possible. Voilà. Enfin, sauf il y a le cas où, s'il y a remise des gaz, il y a respect obligatoire des vitesses, puisque le train ne rentrera pas pour faire une deuxième tentative. Un respect strict des vitesses pour revenir se poser. Bon, mais généralement, quand il y a un truc comme ça, c'est que les gars, ils assurent son coup pour se poser. Oui, bien sûr, on assure le coup. Hein. Et même en cas de dégagement, il y a des impacts pour ça, calcul de fuel penalty, pour faire le dégagement. Fuel penalty, altitude penalty aussi. On ne peut pas monter, vitesse penalty aussi. Bien sûr, il y a toujours un risque pour que le train ne se verrouille pas. Hein. Ça, c'est sûr qu'il y a toujours un risque. Mais bon, s'il n'y a pas de problème mécanique sur le train, si ce n'est que
un problème d'hydraulique, il n'y a pas de problème pour que le train se verrouille pas. Tout à fait. Oui, Et, vous voulez dire? et l'effet contraire, le train qui ne Qui remonte ne pas, sort pas, qui ne sort pas. Non, qui qui ne ne remonte pas, remonte qui ne pas. rentre pas, qui ne Alors, qui rentre ne pas. remonte pas, c'est pas un problème, ça. Ouais. On revient se poser, c'est tout. On vient se poser, ou même si on ne peut pas se poser, je t'ai dit, Oui, on peut. il faut aller quelque part à un escape où il y a des fuel penalties, tu peux faire le vol train-sortie, et une altitude bien précise. C'est calculé par les abats, par le poids du jour, les conditions du jour, etc., etc. Tout ça, c'est Oui, pris mais en c'est compte. pas un problème. Tu dis JB, non, tu dis Nordine, mais moi je pense qu'il y aura un problème quand même au niveau du décollage. Disons que bon, Non, positive si tu as tous les climb ou moteurs. bien. Non, si tu as les moteurs. Non. Si tu as tous les moteurs qui marchent, il n'y a pas de problème. Si tu as une panne de moteur, là, tu peux être vraiment dans un gros problème. Ça, c'est clair. Voilà. Bachichi, Mais si Nordine, t'as pas. bonsoir. Comment on va? je vais bien, merci. Bonsoir. Et toi? C'est Nordine. Salut. Bonsoir. Vas-y, parle. Salut. Comment on va, monsieur Nordine? Ça va? Je vais bien, monsieur Lachichi. Et soyez le bienvenu. Je suis interféré de votre meeting. جمعة مباركة إن شاء الله. راك هنا ولا في فرنسا؟ Ça va? Ça se passe bien? نعم. Tu as des questions au sujet aéronautique ou pas? الحمد لله. Je suis en parfaite santé. C'est bien. Vous êtes là ou bien en France? Je suis chez moi. Alors, je suis étonné de l'avion. Alors, vous êtes notre fils avec Merci, papa. avec votre casquette alors. Bonne fête soirée. Je vous laisse. À bientôt. Salut, porte-toi bien. Salut, salut. Ciao, ciao. La pile empêche le train de se rétracter au sol, ou pas? La pile. Ben, si la pile y est, le train ne va pas rentrer. Quelle que soit la pile, que ce soit le train avant, la roulette avant, ou bien sur le train principal. Donc là, le train ne rentrera pas. Et c'est pour ça que à la visite de prévol, la première des choses que le mécanicien fait et que l'équipage, bien sûr, vérifie, c'est cet espoir de pile qui n'est pas en place. Surtout quand il y a un tractage d'un avion d'une area vers le satellite ou quelque chose comme ça. Et dans la checklist, c'est prévu de vérifier les pins, Les gear pins. les gear pins qui sont Oui, en avant boîte. et qui sont stockés dans le boîtier de terre. Voilà. Sinon, bien sûr qu'ils rentreront pas. Et les gear pins, elles sont dotées de la fameuse petite flamme rouge qui traîne de manière à ce qu'on les voit quand elles partent. Mais de toute façon, la gear pin, c'est une sécurité en plus, parce que ce qui tient le train verrouillé de bas, c'est la contrefiche et il n'y a aucun problème. Mais bon, on part du principe que si jamais on trimballe l'avion, on le fait rouler, etc., et qu'il n'y a pas d'hydraulique dessus, il est possible que donc on prend cette sécurité. Mais c'est vraiment en plus, hein, le train lui-même, il risque pas de rentrer au sol. Voilà. Cette question fétiche de JV. Hamid dit Salem, j'ai une phobie extrême de prendre l'avion depuis 35 ans. Ça fait longtemps. Hein? Ben, écoutez, la phobie, elle provient. Bon, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a peut-être la méconnaissance de la manière dont un avion vole, qui fait que on a peur, on se dit que ça tient par je ne sais quel miracle, alors que c'est pas du tout, ça tient pas par un miracle, ça tient vraiment avec des lois des lois de la physique qui sont bien établies. Il peut y avoir aussi la claustrophobie qui peut provoquer cette phobie, mais je pense que, vous savez, il faut vous dire une chose, c'est que, bon, nous on est retraités, on est des pilotes retraités, mais même quand on était en activité, on a toujours voulu rentrer le soir chez nous, d'accord? Et on n'a jamais eu le sentiment de faire un métier de casse-cou, de tête brûlée, hein, pas du tout. Hein. Donc dites-vous une chose, c'est que l'équipage qui prend en charge un avion et qui va le piloter, il va prendre toutes les chances de son côté pour s'en sortir, et d'une.
Donc, il va faire très attention à son avion, etc. Et tout le long de la chaîne, depuis les mécaniciens, tout le monde va concourir à ce que le vol se passe dans les meilleures conditions. Non, pardon. Franchement, il faut pas avoir peur. Statistiquement parlant, c'est beaucoup moins dangereux de voyager en avion que de traverser la rue. Hein. Et ben voilà, même Non, le soyez. docteur Cornelius, il vient de répondre à ça en disant c'est un trouble anxieux bien défini. Le traitement, c'est la thérapie cognitive et comportementale. Voilà, D'accord. absolument. Ouais, un petit traitement, un travail sur Moi, soi. je, Non, mais ça moi, je passe peux pas. vous dire une chose. J'ai eu une expérience d'un parent mais alors, il était malade 3 semaines avant de devoir prendre l'avion. À bord de l'avion, il se mettait là, il bougeait plus, il avait son chapelet Knishad pendant tout le vol, hein, et ça lui a passé le jour où il a voyagé avec moi dans le cockpit. Bon, à l'époque, on Ouais. pouvait le faire, ok. Il a voyagé avec moi dans le cockpit. Je l'ai obligé, il voulait pas. Je lui ai dit non, tu viens, sinon on part pas. Et depuis lors, après, il avait plus de problème. Voilà. Donc, c'est cognitif. Pour lui, c'était vraiment cognitif. C'était le fait de voir comment ça se passait, de comprendre, enfin, de comprendre. Voilà, On c'est ne du... demandait pas de comprendre, mais de voir que ça se passait, il n'y avait rien de mystérieux, que c'était un travail bien précis, etc. Ben ça l'a guéri, voilà. Tu lui as fait une thérapie par exposition. Je lui ai fait une thérapie Par cognitive, voilà. exposition. Par exposition, Par comme dit le exposition. docteur D'ailleurs, Cornelius. d'ailleurs, d'ailleurs, en France, je crois qu'il y a ce genre Au de simulateur, thérapie. au Oui, 20e arrondissement, ouais. Il y a un simu ouais, dédié pour ça, avec des ouais, ouais. professionnels qui expliquent comment que ça se passe, ils les mettent aux commandes, etc., etc. Il y a Non, même c'est l'autre très fille, je crois, qui impressionnant. travaille là-bas, non? Il y C'est pas a l'autre fille qui travaille? l'autre Je fille, crois qu'il travaille, l'autre fille. Baba Ahmed, ouais. Ouais. Bon, on te demande si la grêle peut endommager le fuselage ou les réacteurs d'un avion. Ah, oui, Ça endommage surtout le radome déjà. oui, absolument. Parce que c'est le Ça premier peut accouchement. marteler, Exact. ça peut bousiller un pare-brise, mais enfin bon, c'est quand même beaucoup plus rare. Ah oui, c'est clair, ça peut faire beaucoup de dommages, hein, la grêle. Hein. Il y a des avions qui sont fait grêler, qui sont sortis, ils avaient une drôle de gueule. Hein. Ouais, ouais. Ben, pour information, il y a un commandant de ma promo, Boudeli, à Ouais. Médine. Moi, j'étais là-bas. Et il y avait un pas exécrable. Alors, quand il est arrivé à l'hôtel, lui, il est blanc, bon. Mais il était plus blanc que blanc. Il était pâle. Ouais, Les deux pare-brises étaient criblés. Quand je te dis criblés, criblés. C'est-à-dire, juste ils arrivaient à voir à travers pour se poser. Hein. Et ils ne pouvaient pas remettre les gaz, se permettre de remettre les gaz. Ils étaient en cours finale. Il était pas beau à voir le 330, ça. ah ouais, On a vu le truc, c'était pas beau, pas beau. Vraiment. ah ouais. Les avions peuvent être sérieusement abîmés. Oui, Hein. mais ça, pour ne pas Parce que faire ce qu'il faut peur aux penser, gens. ce C'est qu'il pas faut pour faire penser, peur c'est aux que les gens. grelons, Ouais, pardon. mais c'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est des situations extrêmement rares. Et quand ça arrive, c'est vrai. Un cumulonimbus, si le gars il rentre dans un cumulonimbus, pour X raisons, bah, c'est sûr qu'il va se faire malmener de tous les côtés. Et il va probablement s'en sortir, mais avec des dégâts sur le fuselage, sur le radar, sur beaucoup de choses. Bon, et c'est pour ça qu'il y a des façons d'éviter tout ça. Il y a toute une... Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a posté une vidéo, là, qui m'a envoyé une vidéo où on voit des éclairs dans tous les coins et l'évitement des Charlie Bravo, et c'est bon. Ah, Toujours moi. il y en a un, Adam, il veut monter, il veut parler de la Terre plate, il veut monter. Adam, ce qu'il y a, je vois pas. 1,99 et des poussières, là. Je vois pas. Tu vois pas? Non, non. Bah, fais-le monter si tu veux. Hein. Ouais, ouais, alors attends. Oh, moi, il me dérange pas. Hein. Merci, Ouais, ouais, merci Fares. Je te dis la vidéo sur les éclairs, c'est moi aussi qui ouais, l'ai ouais, c'est envoyé. ça. Mais Je l'ai bon, publié. Farid, il faut savoir une chose aussi. Quand on Oui, voit de nuit, quand on est de nuit dans un avion, et on voit ces espèces de, de lumière comme ça, de tous les côtés, thunderstorm, les trucs et tout. Ça ne veut pas dire que tu es à proximité. Il faut faire confiance à tes yeux et à ce qui est sur le radar. Parce que la lumière, enfin l'éclair, quand
quand il va te donner à un moment, à un endroit bien précis, il va se propager tout au long du nuage, surtout quand c'est nuageux. Donc toi, tu as l'impression d'être entouré de ça. Mais si le nuage, si le radar te montre les spots rouge, orange, vert et tout, vert, ça veut dire qu'il y a de l'eau, hein. Ça veut pas dire qu'il y a rien. Jaune, c'est, attention, entre guillemets, rouge, c'est le noyau en général. Donc, de nuit, nous, en tant que pilote, on faisait pas fi beaucoup plus à cette histoire de propagation de lumière sur les nuages. On regardait bien sûr dehors. Quand il y a, par exemple, le lightning, l'éclair, tu vois, à un moment donné, tu vas voir pratiquement la configuration du nuage. Ça va tellement s'illuminer que tu vois si le champignon est plus haut que ta vision frontale, plus bas ou juste en face. Et on confirme ça avec le radar pour éviter, justement. Et il y a des techniques d'évitement. À 40 nautiques, il ne faut pas bien sûr s'approcher. Si tu es au-dessus de la masse, il faut que ce soit largement au-dessus, parce que sinon, il y a de la turbulence. Si tu es dedans, tu vas avoir que du blanc quand il y a l'éclair. Mais ça ne veut pas dire quand il y a l'éclair et quand tu as la lumière comme ça que ça m'a c'est foutu. Non, au contraire. C'est là où tu commences à faire de la discrepancy between beaucoup de choses, les nuages et tout. Voilà. Bon, c'est des techniques qu'on apprend, qu'on utilise, qu'on fait. Oui, oui, docteur, sur la phobie. Chaque fois que je te fais monter, apparemment, tu tournes en boucle et tu n'arrives pas à avoir tu n'as pas de connexion peut-être, je sais pas. Docteur, tu peux confirmer un peu? Attends. Ah oui. Ça marche pas. Oui. Tu veux que je l'invite, non? Vas-y, parce que il monte, il tourne en boucle et ensuite ça redescend. Ben là, qui n'a pas de connexion, hein. C'est possible, hein. Non, c'est pas Cornelius. Ben, il est là, c'est pas grave. Salut, docteur. Oh, j'étais pas loin, les gars. J'étais pas loin, je vous écoute, je vous guette. Ça va, les Bonsoir, gars? docteur. Et toi? Ça Ça va, va? Docteur, salut. ça va, Farid? JB, ça va? Ça va, je te remercie. Ça va, pas Raconte de bien, problème. raconte bien. Comme Cheikhin. Attends, c'est bien. Tu Alhamdoulilah. l'as pas entendu. Cornelius, tu l'as pas entendu la tousser d'une façon un petit peu grasseuse. Ça fait un moment, JB, hein. T'as dit, je JB. vais bien, mais c'est- Je suis sous antibiotique. Je suis sous Ah, antibiotique pour une petite rhinopharyngite. Ouais. D'accord. d'accord. Ok, Donc, ok, c'est pas si méchant, alors. voilà. Oui, Et amoxicilline, etc. d'accord, d'accord. Ghal khair. Tu parlais de qui? Et tu voulais faire monter qui? Non, Cornelius, il avait dit tout à l'heure, est-ce que tu as vu Ah non, parce que j'ai envoyé tout à l'heure, mais c'est un truc un peu. Je voulais être un peu utile. Je sais que je suis nul en aviation. En Oui, aviation. Je vous écoute parce que vous êtes passionnant et puis vous parlez bien et tout, vous êtes éloquent, tout ce que vous voulez. Mais non, simplement, il y avait, je voulais, avec votre permission, si on a 5 minutes ou 10 minutes, allez, entre 8 et 10 minutes. En fait, je voulais un peu, non pas diversifier, mais sortir un petit peu de. Enfin, c'est toujours en relation avec l'aviation, c'est très important. Mais ce que je voulais, c'est peut-être, je voulais informer en 5 minutes quelles sont les contre-indications au voyage aérien. Est-ce que ça vous intéresse? Je pense que c'est important. Oui, oui, tu peux te mettre en caméra si tu veux. Super. Ouais, oui, c'est C'est très intéressant, intéressant. même. Ouais, ouais. Au chapitre, Tu peux en mettre fait, ta cam si tu veux, hein, si tu veux. Voilà. oh oui, oui, bah, écoutez, si vous voulez, vous supportez ma tronche, c'est bon. Si, on y arrive. Tiens. Voilà. Le stéto, Voilà. hein. Va même le stéto rouge, hein. Ah oui, mais j'étais en consultation, je viens de finir la consultation, justement. Là, tu sais, je travaille beaucoup, contrairement à ce que pourraient penser certains. J'ai beaucoup de travail, mais je suis toujours un peu, comment dire, volontaire pour rendre service dans certains cas. En fait,
tout à l'heure, je voulais évoquer, avec votre permission bien sûr, évoquer les contre-indications, du moins soit contre-indication absolue à un voyage en avion, médical, hein, on parle du médical, au moins au moins tout de suite ou différer le voyage en cas de pathologie. Il faut absolument pas prendre. Et les gens parfois me posent des questions, notamment sur le plan respiratoire. Quand est-ce qu'on peut prendre l'avion, docteur? Si on n'a pas assez d'oxygène dans le sang, si on a une insuffisance cardiaque, si on a une insuffisance respiratoire. Donc je vais en 5 minutes évoquer les pathologies qui peuvent contre-indiquer un voyage en avion. Écoutez bien. Et pourquoi? Pour démystifier et en même temps pour expliquer aux gens quelles sont vraiment les pathologies qui peuvent au moins momentanément contre-indiquer un voyage en avion et en même temps enlever des idées reçues telles que bon, je peux pas voyager parce que j'ai telle ou telle pathologie qui n'est pas justifiée. Donc, ce qu'il faut savoir, un voyage en avion contre-indiqué, si par exemple, je vais prendre des maladies un peu pêle-mêle, mais il n'y en a pas 46 000. Hein. Par exemple, si on prend alors, appareil par appareil, la saturation hydrique, je vais en parler. L'occlusion intestinale. Alors, bien sûr, quelqu'un qui a mal au ventre de façon très importante, le ventre est très ballonné, très sensible, avec par exemple un arrêt du transit intestinal, où on n'a pas encore fait le diagnostic, où ça peut sentir l'occlusion intestinale. Tu sais, l'occlusion intestinale, c'est quand on a un obstacle dans les intestins, ça bloque, tu vas plus au sel, parfois même tu n'as plus de gaz, etc. Dans ces conditions, si c'est une gastroentérite simple, ok, mais si vraiment il y a un problème d'occlusion intestinale, il faut absolument pas prendre l'avion. Et si vraiment on a des douleurs importantes avec un arrêt des selles ou un arrêt des matières, un arrêt des gaz, faut pas prendre l'avion avant d'être sûr qu'on n'a pas, par exemple, une occlusion intestinale. Ok, ça c'est la première chose. Si par exemple quelqu'un est opéré, il subit une intervention chirurgicale thoracique, hein, il peut avoir un problème thoracique, pulmonaire, il est opéré pour les poumons ou abdominal, par exemple une occlusion intestinale parce que parfois ça s'opère, il faut pas qu'il prenne l'avion avant 10 jours, c'est-à-dire si c'est une intervention récente, il faut laisser au moins 10 jours en post-opératoire pour pouvoir prendre l'avion. Parfois un peu plus si la cicatrisation, si la récupération post-opératoire est compliquée. Ok? Ça, c'est la deuxième chose. Vous êtes opéré au niveau des poumons, du thorax ou de l'abdomen, il faut attendre au moins 10 jours pour prendre l'avion. Donc, deuxième chose, si on a une maladie cardiaque sévère, par exemple une insuffisance cardiaque sévère, et cette insuffisance cardiaque peut aussi entraîner ce qu'on appelle une désaturation en oxygène. Ça veut dire que, bien sûr, le cœur ne marche pas très bien, la respiration aussi, et ben, le taux d'oxygène peut être très bas dans le sang. Et si l'insuffisance cardiaque n'est pas contrôlée, il faut pas prendre l'avion. Il faut absolument que le cœur fonctionne mieux et que l'oxygène dans le sang augmente. D'accord? Troisième, ça c'est la troisième. Quatrième, si par exemple on a un déficit, une maladie, un déficit immunitaire par exemple, une maladie, un cancer ou une maladie qui entraîne une déficit immunitaire très important, c'est-à-dire si on se retrouve dans un avion assis avec des gens autour de soi dans une atmosphère confinée, ok? Une atmosphère confinée, tu peux choper n'importe quoi très rapidement parce que tu as un déficit immunitaire. Ça peut être un VIH, ça peut être une leucémie, ça peut être quelqu'un qui est sous chimiothérapie, peu importe. C'est très important quand on est fragile au niveau immunitaire d'attendre avant de renforcer son immunité et d'attendre un peu avant de prendre l'avion. C'est clair pour le moment? Et l'otite? Une otite, non. Une otite, il n'y a pas de problème. Une otite, sauf s'il y a un problème de barotraumatisme. Barotraumatisme. Là, je suis d'accord. Une otite, ça peut être, mais c'est à mon sens, une contre-indication relative parce que c'est pas très grave et le traitement peut réduire. Mais ça, c'est une contre-indication vraiment absolue. En tous les cas, momentanément. Une anémie sévère, non. Une anémie, c'est pas un diagnostic. Une anémie sévère, c'est quand on a, par exemple, une anémie qui n'est pas traitée.
Après, on peut avoir des anémies relativement importantes et prendre l'avion. Ça pose pas de problème. Euh, Par exemple, des infections à forte contagiosité. Par exemple, quelqu'un il vient d'une zone d'endémie, il a par exemple une tuberculose, Ouais. une tuberculose active, ou une maladie infectieuse active. Il y a un risque de contagiosité. On ne peut pas laisser quelqu'un prendre l'avion avec une pathologie, une maladie infectieuse contagieuse à fond. Ok? La Il faut avancer. gastroentérite n'était pas, docteur, la gastroentérite n'est-elle pas aussi contagieuse, la gastroentérite? La gastroentérite peut être contagieuse, mais c'est une contre-indication relative. Vaut mieux, D'accord. Ok. voilà, vaut mieux, c'est-à-dire si tu te laves bien les mains, c'est-à-dire si tu ne partages pas la nourriture, voilà, tu partages pas ta nourriture avec quelqu'un à côté de toi, un truc comme ça. Franchement, voilà, c'est avec un minimum de précaution, ça peut aller. Par exemple, il y a des gens qui ont des cataractes ou des problèmes oculaires et parfois ils ont été opérés de la cataracte ou des choses comme ça. On leur injecte un peu de gaz dans l'œil, Oui. tu vois, Oui. pour stabiliser. Bah ceux-là, il faut pas parce que il y a un problème vous savez, JB, Nordin, et des problèmes de pression, Absolument, de pression, absolument, oui. voilà. Il faut savoir que pendant le vol, par exemple, moi, quand je suis venu hier ou avant-hier, je regardais sur ma montre, j'ai un indicateur de pression. On était à 770 hectopascals. Ah oui. Donc, ça fait par rapport à 1000 et quelques hectopascals, 1010 hectopascals au niveau de la mer, 770, ça fait quand même une sacrée diminution de pression par rapport à ce qu'on est habitué de subir. Ouais. Absolument. Voilà. Alors, quelqu'un me marque Mansour, il me marque grossesse compliquée. Bien évidemment, quand la grossesse est compliquée, tu vas pas t'amuser à laisser ta femme ou bien la dame ne va pas prendre l'avion si elle est compliquée, bien évidemment. Cela va de soi. Et parfois, il peut y avoir des choses comme, par exemple, voilà, quand on a fait un infarctus du myocarde, tu vois, infarctus, quelqu'un il fait un infarctus. Après, il y a des contre-indications absolues et il y a des contre-indications un peu relatives. Ça dépend de l'état clinique. Si c'est, par exemple, un risque faible, c'est-à-dire le gars, par exemple, il a moins de 65 ans, relativement jeune, il a un cœur qui fonctionne assez bien, il n'y a pas de complications, un infarctus simple, clair et net, on a mis un stent, tout va bien, le risque est faible, il n'y a pas trop de baisse d'oxygène, il peut prendre l'avion. Voilà. Le médecin, le cardiologue, il dit OK, tu peux prendre l'avion, etc. Quand le risque est moyen, on peut discuter pour prendre l'avion, ça dépend de la distance, etc. Par contre, s'il y a un risque important avec une désaturation d'oxygène et surtout si la qualité du cœur est vraiment faible, quand le cœur est très faible et que le patient est instable, il ne prend pas l'avion. Il ne prend pas l'avion. Ou bien si quelqu'un il a une douleur thoracique, comme une angine de poitrine, on appelle ça un angor instable. C'est-à-dire quand tu fais une angine de poitrine, tu prends ton petit bidule, ton pchit, et ça va mieux, c'est jouable. Mais quand tu as un angor instable, c'était une douleur, une angine de poitrine prolongée, qui peut être le prélude d'un infarctus. Pour bébé, Nina, oui, je suis médecin. Voilà, j'aurais aimé être pilote et médecin, mais on peut pas être pilote et médecin. C'est très compliqué. J'ai jamais été très fort en maths. La physique, ça va, mais les maths, j'étais un peu nul. Enfin, j'aimais pas, c'est tout. Mais faut pas le dire. Donc, si l'angine de poitrine n'est pas contrôlée, bah, on prend pas l'avion. Pour finir, les derniers trucs, c'est le pneumothorax. Le pneumothorax, c'est quoi? Le poumon, vous savez, il est recouvert par la plèvre. La plèvre, c'est deux feuillets qui recouvrent le poumon. On appelle ça un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. En fait, ils ont un espace entre les deux feuillets qui est virtuel. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire qu'ils sont là pour recouvrir la plèvre. Si tu as du liquide dans la plèvre, c'est une pleurésie, hein, c'est de la flotte. Mais si tu as un pneumothorax, c'est de l'air. Il y a un problème de pression aussi. C'est-à-dire si tu fais un pneumothorax qui n'est pas guéri et qui n'est pas contrôlé, tu peux avoir des douleurs atroces et des essoufflements. Donc décollement de la plèvre, pour parler vulgairement. Et parfois aussi des gros emphysèmes, des gens qui ont des bulles dans les poumons, etc. Il faut être vigilant.
Si, bien sûr, on a une insuffisance respiratoire chronique. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'oxygène en permanence. Ce n'est pas une contre-indication très importante, mais les altitudes très hautes, par exemple, qu'est-ce que j'ai mis? C'est à basse altitude, par exemple, ça va. En haute altitude, c'est très compliqué. En sachant, les gens qui ont une insuffisance respiratoire peuvent prendre l'avion à condition qu'ils aient de l'oxygène dans la cabine. La cabine. Alors, je On en a précise parlé. à ce moment-là, On en docteur, a parlé. je voudrais juste préciser un truc à ce propos, hein. Vas-y. Les gens qui ont besoin d'oxygène, qui doivent voyager, doivent emporter leur oxygène et avoir une bouteille homologuée, etc. On le rappelle, parce que l'oxygène que nous avons à bord, il n'est pas prévu d'être utilisé pour le cas de malades dont il est su au départ qu'ils ont besoin d'oxygène pendant le vol. Donc le malade oxygéno-dépendant, on va dire, doit avoir son propre équipement et lequel équipement doit être homologué. Donc c'est toute une procédure. Voilà, pour bien le Alors, préciser. bien sûr, les gens, les prestataires de services qui délivrent de l'oxygène chez les gens, ils connaissent les procédures, ils savent, ils sont en contact avec comment ça s'appelle, les compagnies aériennes, etc. Et ils savent enfin, ça dépend des pays, mais en l'occurrence, je parle de la France ou de l'Europe de façon générale. Ils savent quel type de dispositif ambulatoire, hein, oxygène de déambulation, et qu'ils peuvent prendre. Mais ça, c'est une très bonne remarque. Donc, tu prends ton dispositif, il faut qu'il soit homologué, être sûr d'être homologué, et tu le prends dans l'avion. À ce moment-là, il n'y aura pas de refus, n'est-ce pas? Docteur, attends, je prends la question peut-être de Reda. Reda, vas-y, peut-être qu'il a une question à ce niveau, ou peut-être qu'il a une question En fait, aussi. la ventoline et l'oxygène de l'avion, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes, c'est ça? C'est ce qu'il disait, JB. D'accord, d'accord. Là, j'ai bien compris. Donc, si quelqu'un a à se mettre. L'oxygène que nous avons à bord, nous avons, juste je fais un petit rappel, nous avons deux systèmes d'oxygène à bord. Nous avons le système fixe, donc ça c'est pour délivrer l'oxygène aux passagers dans le cas d'une dépressurisation de la cabine, ça c'est une chose. Et nous avons des bouteilles mobiles d'oxygène qui sont là pour traiter les incidents mineurs qu'il peut y avoir pendant le vol, mais qui ne sont pas prévisibles, qui ne sont pas anticipés. Donc on ne peut pas. Voilà. Et si la personne a besoin d'oxygène, à ce moment-là, il faut qu'il ramène son propre équipement, lequel équipement doit être homologué. C'est des bouteilles, ça peut être des bouteilles ou des générateurs électriques, mais en général, c'est les bouteilles, parce que les générateurs électriques, c'est un problème pour les brancher dans l'avion. Voilà. Heureusement, on a posé la question. Oui. Dans n'importe quelle compagnie aérienne, on vous renseigne là-dessus. D'accord, d'accord. Et l'oxygène, attention, l'oxygène, ce n'est pas un dispositif comme ça, c'est un vrai médicament. L'oxygène est un médicament. C'est-à-dire que la prescription doit être médicale par le pneumologue comme moi. Le débit d'oxygène, il est calculé. Quand moi je fais une ordonnance pour quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire, il te faut 2 litres d'oxygène au repos, 3 litres à l'effort, par exemple. Il ne faut pas qu'il bouge de cette prescription. On ne peut pas donner de l'oxygène comme ça à des hauts débits chez quelqu'un qu'on peut aggraver sur le plan respiratoire. C'est un médicament qui est soumis à des règles et sur prescription avec un débit, une posologie précise. D'accord? Pour finir, quelqu'un, par exemple. D'ailleurs, pardon. Vas-y. C'est à ce point vrai que le personnel navigant à bord n'a pas le droit de délivrer de l'oxygène aux passagers qui ont un malaise à plus de 2 litres minute. On n'a pas le droit de faire plus que 2 litres. Voilà. On n'a pas le droit. Il y a seulement s'il y a un médecin à bord et que le médecin dit à l'équipage, il faut lui donner tant de débit qu'on pourra le faire. Mais sinon, on n'a pas le droit de dépasser 2 litres minute. Voilà. Précaution de chez précaution. On sait qu'on ne prend pas beaucoup de risques. On peut sauver la mise à quelqu'un avec 2 litres d'oxygène, mais on ne peut pas aller au-delà avec un risque de l'aggraver. Donc, pour finir, par exemple, si des gens qui ont un infarctus, il y a T qui pose la question si le gars il y a son père qui a fait un AVC en Algérie et combien de temps pour prendre l'avion et rentrer, quoi. Alors l'AVC, comme il n'y a pas de conséquences ni au niveau de la pression,
ni au niveau de la saturation en oxygène. C'est un déficit neurologique. Pour moi, il n'y a pas de Il n'y restriction. a pas de raison, ouais. Il doit être assisté sur chaise roulante ou truc, c'est tout. Voilà. Après, s'il fait une complication, c'est pas à cause de l'avion. S'il fait un AVC dans l'avion, c'est pas à cause de l'avion. Soyons clairs. Soyons clairs. C'est pas l'avion. Par exemple, si quelqu'un fait un infarctus et qui a un faible risque, par exemple, un petit infarctus léger, khfif, léger. Skinny, Donc, transitoire. il faut qu'il attende au moins, parce qu'on peut tout de suite les traiter, mettre un stent, mais il peut partir même, faut attendre au moins 3 jours pour prendre l'avion s'il doit prendre l'avion. Faible. Moyen, on préconise un infarctus risque moyen, c'est le cardiologue qui vous dira, il faut attendre au moins 10 jours. D'accord? Par contre, si c'est un haut risque, c'est-à-dire si l'infarctus est grave avec un retentissement sur la fonction respiratoire, de l'insuffisance cardiaque et le cœur, il est fatigué, il faut une stabilisation complète de la fonction respiratoire, le temps qu'il faudra avant de prendre l'avion. Tout à fait. Voilà à peu près ce que je veux dire. Pour résumer définitivement, il y a des contre-indications intestinales, on en a parlé, une occlusion, une douleur, des troubles du transit, des contre-indications relatives après une chirurgie thoracico-abdominale, des contre-indications relatives ou pas définitives, mais en tous les cas, il faut attendre en cas d'insuffisance cardiaque, en cas d'insuffisance respiratoire, en cas par exemple d'injection de gaz dans l'œil après l'intervention, et aussi d'autres trucs. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Globalement, c'est ça. Globalement, c'est les pathologies les plus fréquentes qui peuvent vraiment nous pousser à repousser On a juste ou à une question. contre-indiquer l'avion. Oh, oh. Oui, j'y vais. On a juste une question. En cas de crise de tétanie, est-ce qu'on administre ou pas de l'oxygène à bord? La tétanie, ça sert strictement à rien. En cas de l'oxygène. tétanie, Rien. Ça sert à rien. Absolument, l'oxygène. voilà, c'est ce que je pensais aussi, mais je voulais pas répondre, je suis pas médecin. Au contraire, une tétanie va entraîner ce qu'on appelle une hyperventilation. L'hyperventilation va augmenter une hyperoxygénation. Ouais, donc ça va. Donc, Ouais, vaut mieux le faire tachycardie, respirer. Voilà, vaut mieux le faire respirer dans un sac plastique. vomitoire, le sac vomitoire, ouais. Voilà, pour couper l'hyperventilation et calmer la spondylophilée et bien sûr leur prendre la main, les rassurer et être à côté d'eux pour ne pas qu'ils paniquent trop. Voilà. Mais l'oxygène, au contraire, il va augmenter un sac vomi. Qu'est-ce qu'elle me dit? Sac vomitoire, c'est ça. Anisha. Sac Sac vomitoire à vomitoire. bord. On a les sacs vomitoires, donc Vomitoire. c'est... Donc, et Mais à on ça, le bloque docteur, ici, on est, il respire ouais, dedans. on est formé à ça, hein. Exactement. On est formé dans notre formation sécurité sauvetage. On est formé à justement à traiter les cas d'hyperventilation, parce que même pour nous, ça peut nous arriver quand on respire de l'oxygène pour des raisons immédiates, si on a perdu la pressurisation ou quoi. Et on est formé à ça. On connaît la combine du masque, du sac vomitoire. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Tout à l'heure, pour finir, tout à l'heure, il y avait une question sur les phobies de l'avion. Alors, la phobie de l'avion, il suffit pas, malheureusement, enfin, il suffit pas d'expliquer. Bien sûr qu'il faut expliquer que c'est pas. Quand tu lui dis, ben, l'avion, ben, il y a plus d'accidents de voiture que l'avion, il s'en fiche. Lui, il a une peur archaïque. Il a une peur archaïque. Il a un warning dans son cerveau qui lui dit, là, il lui envoie, il stimule son amygdale dans le cerveau, il lui dit, ah là, tu fais une crise d'angoisse, tu as peur de la. Donc, il n'y a que si vous voulez, la thérapie cognitive comportementale, il y a vraiment une désensibilisation progressive pour contrôler les troubles phobiques. Alors, les troubles phobiques, ça peut être la claustrophobie, ça peut être la phobie vraiment de l'avion, la phobie de l'ascenseur, la phobie des chiens, la phobie des chats, la phobie des serpents, la phobie de ce que vous voulez. Du noir sans jeu de mots, hein, du noir, sans jeu de mots. Du noir, le côté sombre, voilà. Voilà, la phobie du docteur, moi par exemple, Oui, ou des choses la comme blouse ça. blanche, oui. La blouse blanche, absolument. Mais là, ce sont des phobies, ça entre dans les troubles anxieux, où il y en a plusieurs, hein, dans lesquels il y a le trouble panique, anxieux généralisé, tout ça, mais il y a les troubles phobiques. Donc, en thérapie vivant, bien sûr, et donc il y a toute une méthodologie en thérapie cognitive comportementale pour amener les gens à se désensibiliser. C'est la thérapie de l'exposition.
C'est-à-dire le type qui a peur de l'avion, il en a déjà peur chez lui avant de partir, dans sa tête, 3 semaines avant. Après, s'il travaille avec un thérapeute sur ses pensées, c'est-à-dire ses pensées dysfonctionnelles par rapport à cette peur, il travaille dessus. Et après, le premier jour, un jour, il va partir avec son thérapeute à l'aéroport. Il rentre dans l'aéroport, il rentre chez lui, il reste un petit moment, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, il va vers... et quand il rentre dans l'avion, bah, voilà, petit à petit. Et maintenant, il y a des stages depuis des années chez les, par exemple, Air France ou Swissair ici à Genève à côté, ou des choses comme ça, où les gens prennent l'avion, se désensibilisent, et une fois qu'ils sont désensibilisés, ils vont accompagner d'autres patients phobiques pour les aider. Et c'est la seule méthode. Les médicaments ne marchent pas, malheureusement. Parfois, quand il y a de vraies crises de panique, on peut prendre les médicaments, mais ça, c'est la thérapie de l'exposition et la désensibilisation. Docteur, moi j'ai un problème. J'y vais, Docteur, j'ai un problème. À l'approche de la visite médicale, Ah oui. il y a quelques pilotes qui sont, en général, les pilotes qui ne sont pas du tout hyper tendus ni rien. À l'approche de la visite médicale, eh bien, ils leur trouvent une tension surélevée. Enfin, hyper. Absolument. Et ça, ça aussi, les gens ne le savent pas. Mais Moi, c'est la phobie. Vas-y. Moi j'ai une phobie, c'est la phobie des imbéciles. Comment s'en guérir? Alors, Parce que toi, tu le sais, mais les autres, eux, ne le savent pas. Oui, voilà, exact. le problème, c'est qu'il y a des imbéciles, ils ne savent pas qu'ils le sont. Exact, voilà. Ouais. Et si Comme le- c'est Et oui, comme- et comme comme les c'est enfants. avec leurs bêtises qu'ils évaluent, évidemment, ça marche pas. Parfois, j'ai envie d'être bête comme eux, mais j'y arrive pas. Parce que C'est difficile. quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui réfléchit, il peut être très angoissé parce que il réfléchit, Ouais. il anticipe, il a de la rumination parfois. Ouais. Quelqu'un qui est bête comme ses pieds, bah, il est plus heureux parfois. C'est compliqué de faire simple, c'est compliqué de Comme, faire comme, simple. comme, comme disait mon frère Laïrahmou, il fait bon dans sa tête. Oui. Et le problème, c'est que les ignorants ignorent qu'ils le sont. C'est ça le problème. Alors, il y a un type qui a fait un cœur, l'Algérie française, mode de rire. Laisse Et tomber. Ça, un c'est insuffisant, ça, c'est pas un insuffisant, on appelle ça une insuffisance cérébrale. Donc, voilà. non, Donc, c'est une diarrhée cérébrale. Diarrhée cérébrale. voilà, l'Algérie française, mode de rire. Voilà, ce conditionnement, cet endoctrinement, comment on appelle ça, comment dirais-je, ce complotisme, ceci. En arabe, on appelle ça al-waqaha. Quand tu n'arrives pas à trouver quelque chose, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais parce que là, Celui qui a marqué ça, s'il veut que je lui parle en algérien, je peux parler nadr khar منه. نهضر كيما العربية نهضر بالقبايلية استقبايليت هضر استقبايليت نهضر بالعربية تاع الجزائر الدارجة ونهضر خير منك. mais moi, je leur Par contre, نهضر بالفرنسي. Cornelius, faut pas faire cas. Moi, je les calcule même pas pourquoi, parce que Non, mais c'est comme ça. mais j'en fais cas pour les autres. Oui, oui. Pour les autres qui nous écoutent, pour les gens intelligents, structurés dans leur tête, qui disent c'est intéressant ce qu'ils nous disent, nos amis algériens, mais qui sont francophones. Non, Parce non, que ça pas veut ça. dire- Non, il faut leur dire comment ce que disait Cornelius depuis tout à l'heure, comment il va expliquer ça en arabe. Alors voilà. Alors on me l'a reproché une fois quand je faisais des lives avec des copains, avec Fondel, tu sais, le docteur le chirurgien. Alors moi je le faisais en français, on voit qu'il y a et parfois on avait des kabyles, parfois. Alors j'essayais d'expliquer soit en kabyle, soit. Mais je suis nul pour expliquer la médecine en kabyle et je suis nul pour l'expliquer en arabe. C'est ce qu'on a Cela fait. est- En aviation, c'est pareil. On peut pas expliquer quelque chose comme ça. Non. On peut Non, vulgariser non, ouais, un comme dirait- peu tout. Mais Tu sais, faut pas JB. faire ça. Non, docteur, c'est donner beaucoup d'importance à des gens comme ça. Voilà. Bon, Non, mais moi, le je les bloque problème- même pas, hein. Moi, je les bloque même pas, je les zappe même pas, je les laisse. معليش خليهم. Ça sert absolument à rien, il faut laisser. Ça va même plus loin. Le français, des fois, ne nous suffit pas. Moi, il y a plein de mots, je suis obligé de les dire en anglais parce que ça ne me vient pas le mot en français. Par exemple, je sais pas, je pense à un truc, le Yodamper. Bon, amortisseur de lacet, franchement, ça me vient pas. C'est tout. Je ne veux pas dire amortisseur de lacet, voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai fait ma médecine en français, je l'ai faite en France, mais
en grande partie, mais en fait, expliquer la médecine, expliquer, par exemple, si, كاين يقولوا لي علاش ما تفهمش بالعربية. Alors parfois, درتها بالعربية ونروح نحوس بالعربية الفصحى باش نصيب les maladies. Le problème, c'est que j'utilise des mots scientifiques en français que je peux expliquer, mais quand j'utilise les mêmes scientifiques que je trouve en arabe, les gens ne comprennent rien, parce que les gens ne sont pas des arabes, ce sont des Algériens arabophones. Et ils sont pas aussi arabes que les arabes. Il y en a beaucoup qui parlent même pas l'arabe ni le darija. Il y en a qui parlent que le kabyle. Si tu veux qu'ils تهضرهم بالعربية الفصحى وتقول لهم القصبة الهوائية وهذا الشيء وكذا يقول ما يفهموا والو كيف Bien sûr. parce que tu utilises des mots techniques. Ça n'a aucun sens. Non, ouais, c'est rien. Bon, on a Anish. Anis. Anis Haroun. Alors, tout le monde. Salam. Rends-moi petit. Merci. Je reste avec C'est vous. difficile de te rendre petit, toi, c'est difficile. Petit. Vas-y, Anis. Si je peux me permettre, est-ce que je peux vous poser une question, docteur? Oui, mais avec l'autorisation Nordine, parce que ne faut pas Par que je ordre hiérarchique, je sais, c'est par ordre hiérarchique en fait. Non, ça n'a rien à voir avec la haute. Hada, c'est un live. Voilà. L'aviation. Aviation. Docteur Cornelius est monté nous donner des informations très précises et très importantes au sujet des maladies qui touchent justement l'aéronautique, c'est-à-dire que quand on a ces maladies, on ne peut pas approcher l'avion, on ne peut pas prendre l'avion et tout et tout. Maintenant, est-ce que c'est une question qui va dans le sens aéronautique ou purement, parce que si c'est purement médical, je préfère que tu lui rentres en privé avec lui, ou bien il fait des lives aussi, et d'ailleurs il l'annonce quand il fait des lives, et tu peux lui poser. Vas-y Anis, vas-y, parce qu'il est là, profite. Comment dire? On peut dire d'une pierre deux coups. C'est dans le cadre médical et dans le cadre de l'aviation aussi. En ce qui concerne la visite, Allez, c'est purement algérien. Allez, c'est purement algérien. Vas-y. Ah ouais, vas-y, Ro. Vas-y. en ce qui concerne la visite médicale, à Ain Nada, si on peut être plus précis. Moi personnellement, j'ai fait une visite. On m'a trouvé dans des chimies des urines traces de sang. Est-ce que ça peut me poser un problème, si Dieu le veut, une fois que je serai appelé à être... Une immaturité macroscopique ou microscopique? Bon, je vais vous narrer. Ils t'ont dit. Je vais vous narrer, La bondelette. je vais vous narrer les faits brièvement. Vous savez, durant le process de la visite médicale, à un certain moment, on est appelé à... Oui, analyse d'urine. Notre urine plutôt. Après, Oui. après 1 heure ou bien 2 heures d'attente, on m'a demandé de refaire le process. Oui. Après, on m'a emmené à la salle de l'échographie rénale. Oui. Bravo, très bien. De l'échographie rénale, c'est à ce moment-là que j'ai été validé. Mais est-ce que ça peut poser un problème la prochaine fois? Bon. Alors, l'hématurie, qu'elle soit macroscopique, c'est-à-dire quand on pisse, quand vous faites pipi que c'est rouge, bien sûr, il faut faire un bilan. Et c'est plus spectaculaire, on a plus peur, on dit tiens, je pisse du sang et tout, je fais pipi du sang, tout de suite il faut rechercher la cause. Et quand on trouve aussi du sang sur le plan microscopique, comme a dit Nordine, quand on met en bandelette, derrière il faut faire un minimum de bilan rénal. Pourquoi? Parce que ça peut cacher une maladie rénale, c'est-à-dire une maladie du rein, une maladie de l'urètre, une maladie de la vessie, des choses comme ça. Et le minimum c'est de faire un bilan. Et si ce bilan urologique est négatif, déjà, il commence à être négatif par une échographie, si on nous a fait une échographie du rein, de la vessie, etc., c'est déjà rassurant. Et en même temps, une hématurie microscopique peut exister chez quelqu'un qui n'a strictement rien. Mais par contre, avant de dire qu'il n'a rien, il faut quand même faire un bilan rénal. Exactement. Pour que ça contre-indique, je pense, si l'échographie est normale, contre-indique, puisqu'ils vous ont validé, il n'y a pas de problème. Oui. Mais faut Non, c'est par curiosité, à savoir si, bon, je sais pas, si je serais amené à être recruté, je sais pas, à savoir, est-ce que ça Attends, pourra... Anis, je te dis tout de suite, si tu diagnostiques une immaturité macroscopique ou microscopique, s'il y a des traces de sang dans ton urine, tu ne seras pas pris. Tu ne peux pas être pris. Pourquoi? Comme disait le docteur, à long terme, si tu n'as pas fait d'investigation à ce niveau-là et que tu n'as pas traité le problème,
il peut aller vers autre chose d'important. Il peut avoir une crise en l'air. Tu sais, si tu as par exemple une décolique néphrétique en plein vol, en tant que pilote, Oui, absolument. c'est la catastrophe. Bravo. Non, Donc on ne c'est va pas pas se permettre de prendre un gars qui commence déjà avec ces problèmes-là. PNC. En tant que PNC plutôt. Même en tant que PNC, c'est pareil. En tant que PNC, c'est pareil que ce soit PNT ou PNC pour que tu as ce qu'on appelle un certificat de sécurité sauvetage. Comment tu vas sauver des gens si toi-même, tu pars avec des problèmes? Maintenant, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à la visite médicale? Je ne sais pas. Ils peuvent accepter en fonction. Charge, là, j'ai pris les choses en main. J'ai consulté un neurologue. Tout le bilan était positif. La taille de la vessie, la prostate, les reins. Mais comme j'ai fait dernièrement un ECBU, docteur, si vous voyez de quoi je veux parler, un ECBU. Tout était nickel. Seulement D'accord. trace de sang. Trace. Ok. Donc, quand je vous ai dit, quand il n'y a pas de pathologie, il peut y avoir ce qu'on appelle des hématuries par hémolyse, et c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que dans ton dossier, tu montres que tu as fait un bilan, et là, vous avez fait un bilan complet, parfait, un bilan urologique complet qui montre qu'il n'y a pas de pathologie. Après, c'est le médecin comment on appelle, le médecin du travail, l'aéronautique. Non, le centre d'expertise. C'est le centre Le d'expertise. médecin expert qui prendra la décision. Et si tu viens avec du biscuit, tu viens avec un bilan complètement normal et qu'il conclut à une hémolyse, à une hématurie un peu physiologique ou par hémolyse sans pathologie, il y a des gens qui vous disent, OK, moi je suis rassuré, et rassuré, tu peux. Mais c'est l'expert qui va décider. Qu'est-ce qu'ils t'ont validé comme truc à visite médicale? Est-ce qu'ils t'ont dit apte ou pas apte? Apte, j'ai eu un apte pour 2 ans. Donc ça veut dire que c'était pas méchant et que ils ont vu que tu as traité tout ça. Donc il n'y a aucun problème. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est à toi de te faire suivre parce que Exactement, oui. une fois que tu te traites, il n'y a aucun problème. Les gens peuvent avoir des petits bobos, même en cours de route, hein, même en cours de carrière, c'est pas un problème. Ça. Non, c'est positif. Mabrouk alik. Il y a, Nourdine, il y a un dénommé Baba Issa, Baba Issa Mash. J'ai connu un certain Nourdine El Kébir à Oran, on a étudié ensemble. Et il est qui pour vous, monsieur? Voilà. C'est lui-même, monsieur. Baba Issa Mash. Si on a étudié ensemble, c'est que c'est lui-même, c'est moi-même. Nourdine El Kébir, il n'y a qu'un seul sur Terre. Nourdine, tu es d'Oran? Il n'y en a qu'un El Kébir, il n'y en a qu'un seul. Oui, j'habitais à Oran, J'habitais depuis 1962 à Oran jusqu'à 2022. Ah, quand même, mais tu es né à Alger. Non, je suis né en France, mais j'ai toujours habité en Algérie. D'accord. Et toi, JB? J'ai habité à Alger depuis très très longtemps. Pareil, je suis né en France, mais je vis en Algérie depuis plus de combien? 67 ans ou 68 ans. Ouais. Non, JB, lui, il confond avec mon fils. Mon fils, c'est Nourine. Non, pas Nourine, Nourine. Il a étudié avec Nourine, mon fils. Nourine. Et toi, Farid, tu es né où, Farid? Il n'est pas né, lui, il est Ta'al El-Wahi. Il est venu comme ça. Je suis né dans un hôpital. Non, il est venu en Conception, Immaculée Conception. Moi, je suis né dans une clinique. Ouais, c'est autre chose. Moi, c'est dans un hôpital. Hôpital public. Je suis né à la clinique. Je ne sais pas si vous connaissez Bab el Oued. Je suis né à Bab el Oued. C'est une clinique qui s'appelle la clinique du Rando. Alors, ceux qui connaissent, ils peuvent nous le dire. Sûr. Je suis né à la clinique de Janine Belkhodja. C'était ça. Et donc, je suis né à la clinique du Rando, mais en fait, quand on est réfléchi, je suis le moins français de vous deux. Moi, je suis français d'intégration, si tu veux, parce que j'ai épousé une Française, entre autres. Et vous êtes des Français de souche, puisque vous êtes nés en France. Non. Je suis né en France et je ne suis pas français, pour te dire. Je suis né avant. Non, c'est pas de souche. Je me suis trompé. Des Français on appelle ça quoi? De sol. De sol. Mais j'ai même pas nationalité française, pour rassurer tout le monde. Je ne suis pas français. C'est pas entre Nourdine. c'est tout.
C'est pas par fierté, Non, 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 rien à voir. où à Oran. On te Tu demande, fais? on te demande où à Oran. T'habitais à Carto, non? Carto, non? J'ai grandi à Carto, Faubourg Carto et à Gambetta, Ah, Faubourg Carto, ouais. Carto. Mais j'ai toujours habité après Gambetta. à la Sénie. Ouais. Eh ben c'est bien, on a fait le tour de la question aéronautique au niveau de trucs. Oui, oui, Baba, je sais, tu parles de mon fils, on habite à la Sénia, effectivement. Donc, on est à la Main, c'est bien. Si, rien de- Nordine, excuse-moi, bon, je suis peut-être un peu. Non, non, Et en rapport avec la proximité de l'aéroport? non, non, rien à voir. J'avais trouvé une opportunité. J'habitais en ville et ensuite j'avais trouvé une opportunité. J'avais loué une villa à la Sénia. Ensuite, j'ai construit ma villa à la Sénia et je suis resté là-bas pendant presque une vingtaine d'années. Alors, Jinan 2025, bonsoir, vous avez une question? Allez, Jinan. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous n'acceptez que les Algériens ou d'autres nationalités pour les On questions? accepte tout le monde. Nous, on est ouverts. On est des citoyens du monde. Ah, ben c'est bien. Et pourquoi je suis menté? Parce que je crois que vous êtes tous des médecins, ou Non, presque. non. Il y a Dr Cornelius qui est médecin. Ah oui, oui, ok. JP Alors, et là, je moi-même, viens les de anciens rentrer dans pilotes. votre live. Tu me laisses parler. Jinan. Il y a Dr Cornelius qui est qui est médecin, pneumologue. Il y a JP Mourad et moi-même qui sommes anciens commandants de bord chez Air Algérie, on est à la retraite. Et Farid Abouazza qui est consultant et en même temps il est dans les affaires et tout, qui est très à même dans l'aviation. Voilà. Jinan et toi. Euh, je suis ingénieur en télécommunication. Bon, je fais autre chose aussi, j'ai mes propres affaires. Mais je suis monté pour la première fois pour vous demander, j'ai vu que vous êtes tous des intellectuels. Ça, j'en ai vraiment, je suis ravi, hein. Et je voulais vous demander, est-ce que vous parlez un petit peu politique? Non. C'est un live exclusif dédié à l'aviation, à la médecine aéronautique, puisqu'il y a Dr Cornelius avec nous, à l'aviation uniquement. Pas de religion, pas de politique. Ça va comme ça? Donc, c'est très très bien. Bon, je sais pas, moi j'ai cru que vous étiez des médecins tous. Je voulais demander que j'ai un mal terrible au dos et j'ai consulté et tout. Bon, il n'y a rien, il m'a dit il n'y a rien. Et j'ai commencé à faire des exercices vraiment comme sorte de rééducation, mais enfin à la maison. Et je commence à voir, enfin, je me sens un petit peu mieux. Jinan, si je peux me permettre, je fais des lives. Ah, là, je suis monté parce que l'aviation, j'y connais rien, ça m'intéresse et j'aime bien l'expertise de mes amis commandants de bord parce que j'apprends. Et après, j'ai apporté quelques éclaircissements en rapport avec la médecine aéronautique, Donc, je en m'excuse. aviation. En revanche, vous pouvez si vous voulez, si vous désirez, vous abonner à mon compte. Il y a un certain nombre de vidéos sur la médecine et maladies respiratoires, la rééducation, ce que vous voulez. Et je fais de temps en temps des lives ou des conférences médicales dans laquelle vous allez être, si vous vous abonnez à mon compte, vous allez monter et me poser des questions médicales dans la mesure du possible. Je ne fais pas de consultation, attention, je ne fais pas de consultation sur les réseaux sociaux. Premièrement, ça se fait pas. Deuxièmement, c'est interdit. Je fais de la vulgarisation, de la prévention, de l'explication sur notamment la médecine de façon générale et les maladies respiratoires de façon plus particulière. Voilà, chère madame. Donc, Merci beaucoup, faites merci comme ça. beaucoup. Prenez soin de vous. Merci d'être monté. Merci, Jinan. Merci, Jinan. Alors, dis-moi, Nordine, mes amis, si on veut être pilote d'hélicoptère en Algérie, comment on fait? Civil, hein? C'est pareil, il faut d'abord. Je crois qu'il n'y a pas de formation, hein. Vas-y. Ah. Il n'y a pas de formation hélico, hein. Et par exemple, la protection civile, c'est quoi? C'est des militaires?
Ils doivent être formés à l'étranger. Je ne crois pas que l'on ait aucune école qui fasse la formation hélico. Hein. Enfin, la formation déjà théorique, elle commence déjà. Le gars doit être d'abord formé théoriquement en PPIFR et tout et tout. Ensuite, pour le pilotage, enfin pour ce qui concerne la truc, il peut le faire ou chez l'armée ou à l'étranger par le biais d'une école conventionnée avec la protection civile ou la police ou qui m'a le corps d'hélico, la police. Je pense qu'ils ont été formés sur les Alouettes en France, je pense. Hein. Et les autres en Tchécoslovaquie, etc. etc. Donc, il n'y a pas d'école de formation de pilote d'hélico en Algérie. Sauf chez les militaires ou bien chez les trucs. Voilà. Parce que les cours théoriques, c'est le même découpage, mais par exemple, il y a CPL-H. CPL, donc Commercial Pilot License, hélicoptère. Alors que nous, c'est CPL-A pour avion, aircraft. Exact. Et tout à l'avenant. Donc, et il n'y a pas, enfin, les écoles que je connais en Algérie, aucune ne forme pour l'hélico. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de débouché, si tu veux. Il n'y a pas de compagnie de travail aérien proprement dit. Il y a Tassili Travail Aérien qui travaille beaucoup plus avec des pilotes, des ex-militaires en général. La protection civile, pareil, donc quand ils forment, c'est pour eux. Ou la police, c'est pour eux aussi. Donc, si tu veux, il n'y a pas comme aux États-Unis, comme en France, des compagnies privées qui louent des hélicos pour faire des tournées, des baptêmes, des mariages, ou simplement de la visite guidée. Mais bon, les gens ne veulent pas trop, peut-être. Déjà qu'il est difficile déjà d'aller vers l'aérien, enfin, l'aéronautique, le travail aérien ou le tourisme, le trafic, enfin, avion d'affaires, de tourisme et tout, pour aller vers l'hélico, mais je ne pense pas, Ouais, parce que je parle de ça, parce que j'habite dans une région où il y a la protection civile, il y a des hélicos, et bon, il y a bien sûr les hélicos pour des tas de choses ici, mais notamment, je fais le lien avec les urgences médicales où vous avez les évacuations. En Algérie aussi, tu as l'évacuation sanitaire en hélico. Il y a 2 hélicos, tu as la protection civile, avec le SAMU, pour faire des évacuations sur autoroute. Bon, on a vu 2 ou 3 interventions comme ça, mais je ne sais pas si c'est aller plus loin. Ils font de l'évacuation vers l'hôpital Aïn Naja, vers l'hôpital... parce qu'ils ont des héliports. Ils ont des héliports aussi sur ces hôpitaux. Il y a même le Search and Rescue. Ouais, Search and Rescue, oui, exactement. Search and Rescue aussi, il y a des hélicos. Parce que moi... Tu as une question de DZ, excuse-moi, docteur. Une question de DZ que je salue au passage, qui te demande si tu as connu ou si tu connais le commandant de bord de Karama. Non, ça, je lui ai répondu, c'est Bellacras. Ah, d'accord. C'est effectivement, c'est je ne me rappelle plus de son prénom. Si, elle est commandant de bord, son mari aussi est commandant de bord. Elle est sur 37, lui, il vient de passer sur ATR, ils sont 2 commandants de bord. Oui, je les ai connus pour avoir travaillé avec elle en tant que copilote. Elle a travaillé avec moi en tant que copilote, son mari aussi d'ailleurs. D'accord. Alors, moi, je prends l'avion samedi prochain. Je pars à Amsterdam. Alors, la première fois que je suis allé à Amsterdam, j'avais pris l'avion. Ça dure pas très longtemps. Je sais pas si c'était Genève ou Paris à Amsterdam. Et on arrive à Amsterdam. Donc, on a fait c'était pas très long. Hein. On arrive. J'ai jamais vu un aéroport aussi grand de ma vie. Je me demande si c'est pas le 2e plus grand d'Europe, un truc comme ça. J'imagine. Enfin, on était en bout de piste, c'est-à-dire on a quasiment passé plus de temps dans l'avion qui roulait de la piste jusqu'à l'aéroport lui-même que quasiment dans l'avion. Et j'ai trouvé ça, mais il n'arrêtait pas pendant 20 minutes de rouler. Est-ce que Jolicoeur dit que oui, c'est immense. J'ai trouvé que c'était extrêmement super. Est-ce que c'est un des plus grands? Parce qu'on m'a dit que c'est peut-être le 2e après celui de Heathrow à Londres. Je sais pas ce que tu en... Tu as Heathrow, tu as Charles de Gaulle, tu as Frankfurt Main, et tu as Amsterdam, bien sûr. Ouais. Et tu as le Main de Francfort, il est ouf. C'est énorme aussi. C'est énorme. Hein. Ouais. Bon.
Ça t'arrive hein, sur ces aéroports, tu te retrouves, on te dit, vous êtes numéro 10 au décollage. Exact. Tu as 10 avions Ouais. devant toi qui vont décoller. Je me souviens, je peux vous raconter une petite anecdote, elle est un peu rigolote, mais c'est toujours en rapport avec l'aviation et puis il y a les aéroports et toute la gentillesse des gens. Il y a quelques années, j'étais en congrès à Munich, donc en Allemagne, et donc le jour où je devais prendre l'avion le matin, en début d'après-midi, il y a eu un accident sur l'autoroute. L'autoroute, un type qui avait de l'huile ou du lait, qui a tout déversé sur l'autoroute, c'est l'horreur. Donc on me téléphone, un copain me dit, je vais prendre l'avion, fais attention, il faut prendre beaucoup de temps avant, il faut partir en avance. Bon, je lui dis, ok, on va partir 4 ou 5 heures avant, donc je pars. Donc il y a le taxi qui arrive, le taxi qui était très sympa, je discute avec lui, il avait un type un peu araboïde. Donc il me dit, je lui dis, ouais, vous êtes arabe, il m'a dit, oui, je suis irakien, kurde. Ah, j'ai très bien, on a commencé à parler en arabe, c'est très sympa. Et donc, ce gars-là, il avait fait, mais des prouesses techniques pour qu'on arrive quasiment à l'heure à l'aéroport. Mais il sortait de l'autoroute, il rentrait dans l'autoroute, il ressortait. Il est passé je sais pas, j'arrive à l'aéroport et donc je mets ma valise, etc., parce que tout est automatisé. Et le problème, c'est que l'avion, il était de l'autre côté, il était vachement, on était limite, il allait décoller. Et donc, je cours comme un taré avec ma petite valise, je cours, et c'était vachement loin. Donc, Amsterdam, Paris ou Amsterdam, Genève, je sais plus. Et donc, je cours. Donc, j'arrive à la salle d'embarquement, tout était fermé, et il y a un grand monsieur, un blond, tu sais, un blond qui était assis comme ça, mais stoïque, comme ça. Je lui dis bonjour monsieur en anglais, ça va et tout. Je lui dis bon, j'ai fait un gros mensonge, mais c'était rigolo parce que bon, étant médecin, je reprenais le boulot le lendemain. Et moi, les copains, ils avaient abandonné. Du coup, on prend le prochain. J'ai dit non, je vais essayer. Tu vois le monsieur comme ça, mais hyper froid, quasiment distant, un gros blond comme ça, un grand blond. Et j'ai dit bonjour monsieur, je dois partir. Franchement, je suis de garde ce soir. Du pipeau complet. Je suis de garde, on m'attend à la clinique. Il faut vraiment, c'était fermé. Hein. Et le type, il me regarde comme ça, mais vraiment impressionnant, avec un regard presque noir, stoïque. Il prend le téléphone. Tout était fermé. Hein. Il prend le téléphone. Comme ça, il marmonne en allemand. Il me repose le téléphone, il se lève comme ça, il faisait 2 mètres, il me dit « Venez avec moi ». Il prend des grosses clés, il ouvre derrière, je descends les escaliers, il y a un type qui m'attendait dans une camionnette, un Allemand dans une camionnette, il me prend dans la camionnette, je vous jure, hein, parce que j'avais dit que j'étais, alors que c'était un mensonge, hein. Il me prend dans la camionnette, je monte dans l'avion, et je décolle avec tout le monde en m'excusant en arrivant. On m'a dit c'est bon, on n'est pas en retard, c'est bien. Et c'était vraiment, et je l'ai utilisé souvent ce truc-là pour éviter la queue, en disant je suis d'accord, on m'attend à la clinique. On m'attend à la clinique, je peux passer s'il vous plaît, je suis docteur. Allez, passez. JB, le dernier. Tu as connu Azouz. JB, tu as connu Azouz. Azouz Gezouz du CCO. Du centre de contrôle opérationnel. Une fois, j'avais une personne qui voyageait. Je ne vais pas dire quelle était sa fonction, mais c'était quelqu'un qui avait un rôle officiel. C'était pas. Elle avait un rôle officiel. Bref, je passe. Et je descendais sur Dakar. Et elle se présente à moi, cette dame, et elle me dit. J'ai un problème parce que je dois aller à une conférence comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, la capitale à Côte d'Ivoire. Abidjan. Je dois aller à Abidjan et donc voilà, je passe par Dakar et tout ça. Bon, est-ce que, comme elle avait vu qu'on avait un peu de retard, est-ce que ça va passer? Alors je lui dis, bah écoutez, on va faire en sorte que ça passe, très bien. Et puis on décolle tout ça, et puis au fur et à mesure du vol, moi je calcule mon truc, je vois la dame, je lui dis bon, à quelle heure c'est votre vol? Et elle me dit voilà, bon, c'était plus que tangent, quoi. J'arrivais à peu près 5 ou 10 minutes après le départ du Dakar-Abidjan. Alors je lui dis écoutez, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça, bon.
Et quand j'ai été en contact avec Dakar, j'appelle Air Afrique et je leur dis voilà, on a une passagère en transit sur Abidjan, tout ça. Et sur la fréquence, il y avait Jama, qui était un ancien d'Air Algérie, qui était commandant de bord sur DC-10 à Air Afrique. Il m'entend, ah salut, ça va, machin, tout ça. Bon, je lui dis écoute, voilà, j'ai une passagère. Il dit c'est bon, je l'attends. Alors, on s'est posé à Dakar. Je suis descendu avec la dame. On est allé directement, elle et moi, chercher sa valise à la soute, direct. Après, je l'ai fait monter directement avec moi dans le DC-10. Et elle est partie. Et le DC-10 nous avait attendu pour partir sur Abidjan, tu vois un petit peu. Donc, il y a des fois des arrangements comme ça, bon, qu'on ne peut pas faire partout, hein, c'est clair. Voilà. Donc, toi qui es à Genève, en fait, du côté de Genève, je pense à Annecy, c'est ça? Là, je travaille à côté de Genève, mais j'habite à Annecy, à côté d'Annecy, ouais. Tu sais que l'aéroport de Bâle-Mulhouse, oui, c'est qu'il est managé par deux pays en alternance. Oui. Et qui est en encablure sur trois pays, l'Allemagne, la Suisse et la... Absolument, tu connais bien. Et donc, le seul truc qu'on ne peut pas faire, c'est de rouler sur les parkings pour traverser le truc. Mais à l'intérieur, tu peux passer d'un pays à un autre, mais il faut avoir un passeport. Passeport en état de validité avec son visa. C'est-à-dire, tu vois, c'est des bizarreries comme ça qui existent. Incroyable. Alors que tu ne peux pas rouler sur les parkings des uns et des autres. Tu sais pourquoi? C'est une histoire de sous-sous, non? Parce que tu payes. Ça doit être quelque chose de pèse, sûrement. Je pense. Parce que chaque parking facture. Alors si tu... Voilà, pour la facture, j'en sais rien. J'imagine que c'est ça. Mais c'est vrai que il est managé par quasiment trois pays. Hein, là, donc j'y suis passé récemment, justement. Mais c'est très compliqué. Une autre anecdote avant que je parte. C'est pas très technique, je suis désolé. Voilà, je prenais l'avion à New York avec mes enfants et ma femme, et donc à New York, et c'était l'année où ils avaient, ils avaient tué Ben Laden, voilà. Donc c'était un peu chaud. Donc et je devais reprendre l'avion New York, Genève. Donc et là, non, c'était en Floride, Miami. C'était juste avant. Et donc en Floride, et j'arrive avec ma famille, etc., pour passer la douane, pour passer la police et les gars. Puis tu avais des gars, justement, armés jusqu'aux dents, avec des chiens et tout, qui attendaient et tout. Et moi, donc j'arrive avec la famille, et devant moi, il y avait un couple de Néerlandais. J'ai su que c'était des Néerlandais. Lui blond, sa femme blonde, ses deux enfants blonds aux yeux bleus. Donc il les arrête, il les fouille, il passe dans le truc... ultraviolet, je sais pas quoi, enfin, ils sont au peigne fin. Donc, ils les ont vraiment, j'ai dit, moi, avec ma gueule de métèque, j'arrive avec ma gueule d'Algérien, ma femme est française, mais elle est brune, mais peu importe. Mes enfants sont un peu mitigés, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont bruns, mais donc j'arrive, et moi, quand j'arrive, je fais toujours des sourires encore. Donc, j'arrive avec ma famille, avec ma gueule, et donc, je m'avance, je me suis dit, punaise, si eux, ils les ont fouillés, moi, ils vont me saucissonner, tu vois. Ah, moi, je vais passer saucissonner. Je rentre comme ça, et le monsieur, avec sa mitraillette, il me regarde, il me dit, passez, s'il vous plaît, monsieur, pas de problème. Et je passe comme un prince. J'ai dit, punaise. Le faciès. C'est pas tout à fait au faciès, hein. Docteur, le faciès, le délit de faciès n'existe qu'en France. Peut-être, ouais, je sais. Ouais. Mais voilà, je me dis, c'est pas possible. Je vous jure, hein, c'est vraiment ça. Elle me fait tellement rire, Joli Cœur, c'est incroyable. Elle a de ses réflexions de temps en temps. Ah, Joli Cœur, elle te dit comment reconnaître les boomers. Elle a un humour incroyable. Ouais, comment reconnaître des boomers? Aux nombreuses anecdotes racontées. Non, oui, j'ai lu ça. J'ai pas lu Boomer, j'ai lu Beau Gosse. Non. Non. J'ai lu Beau Gosse. T'as mal lu. On a changé de lunettes, hein. Ouais, j'ai mal lu, effectivement. C'est des lapsus visuels. Moi, j'ai lu Beau Gosse, hein. Et c'est vraiment Joli Corps, elle a du goût, elle sait reconnaître la bogosité.
un humour incroyable, incroyable. Je pense que C'est vrai que si on se mettait à raconter toutes les anecdotes qu'on a vécues, on en fait il y aurait de quoi faire un bouquin. une encyclopédie. Par contre, si tu permets, Nordine, j'écoutais le docteur Cornelius et il parlait des employés des aéroports en général, c'est-à-dire dans les aéroports du monde entier, et il parlait de cette sympathie. Moi, j'ai pas ressenti trop de sympathie de la part de ces gens-là parce qu'ils sont stressés quand même, ces gens-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'ils sont en stress permanent. Non, ils sont Dans les surveillés. aéroports? Ils sont Oui. surveillés. Fallait. C'est vrai que c'est un métier aussi stressant parce que tu peux pas savoir et tu t'attends pas à ce qu'il peut y avoir. D'ailleurs, on le voit de temps en temps à travers des vidéos. Des gens qui ils tremblent d'eau, ils piquent des nerfs. Il y en a qui brûlent même les desks d'enregistrement. Il y en a qui, au passage de la sécurité, il faut savoir que l'être humain, il est comme ça. S'il a quelque chose à se reprocher et il veut absolument la faire passer, il va tout faire. Alors tu vas le voir. Au moins, ils ont une formation de profiler dans leur domaine. Je parle des gens de la sécurité. Même la police, hein, des frontières. C'est des profilers. Quand ils voient le gars, ils le voient s'il transpire, la gesticulation, la mimique, la façon de parler, la façon de marcher, avec qui l'accompagne, les enfants, la femme, etc., etc. Si le gars a un comportement tout à fait normal, et qui pose, tant bien même il a quelque chose d'illicite, et qui va justifier ça, ou bien il va déclarer ça, personne ne lui dira quoi que ce soit. Il faut savoir que ces gens-là, surtout les gars de la sécurité, je leur donne pas raison. Des fois, ils ont un comportement un petit peu exécrable, ça dépend avec qui, effectivement, surtout avec les gens de l'Afrique, etc. Mais, il faut pas leur en vouloir, hein. Ils sont surveillés, c'est des caméras, c'est comme les banquiers, comme les caissiers de banque. Ils ont des caméras au-dessus de la tête. Donc, ils sont là, ils ont peur du faux pas. Et s'il se passe quoi que ce soit, c'est exactement pareil que quand il y a un crash d'avion. Les gens remontent la filière. Qui c'est qui était en poste, qui c'est qui a fait ça, qui c'est qui est passé ça, qui c'est qui a laissé passer ça. Et c'est des caméras vidéo qui vont faire passer le gars qui était en poste à telle heure, le passager il est filmé, il est pas. Et donc il peut être taxé d'être complice sans qu'il le soit. Donc il faut le respect. Des fois, même en tenue, quand on passait en équipage, on est au même titre, hein, on passe au même titre que les autres au filtre. Hein. Il ne faut pas penser qu'on a des... Sauf que des fois, des aéroports, on a ce qu'on appelle un passage spécial d'équipage. Et même quand il y a la foule, il y a un passage effectivement pour l'équipage pour faire fluidifier la chose parce que l'équipage doit être en premier à bord. Et donc, quand on est là, on enlève la ceinture, on enlève la veste, on enlève tout ce qui sonne, la montre, tout. Des fois, ça t'embête, mais tu es obligé de t'y conformer. C'est une obligation, c'est la loi. Et si tu ne respectes pas, toi, la loi, qui est censée l'appliquer et la faire appliquer, il y a un problème. Donc il ne faut pas leur en vouloir. JB, tu voulais dire quelque chose de plus? Oui, je voulais dire, pour aller dans le même sens que toi, en matière de sûreté, c'est comme en matière d'horaire de train. On ne voit que les trains qui arrivent en retard. On ne voit pas tous les trains qui arrivent à l'heure. Et en matière de sûreté, c'est la même chose. On ne voit que quand il y a eu une faille dans la sûreté. Et la hantise de tous les gens qui travaillent dans les aéroports, c'est la sûreté, la sûreté, la sûreté. Je vais vous donner un exemple très, très, très basique que vous n'avez peut-être jamais remarqué. Lorsque vous enregistrez vos bagages. La personne qui vous fait l'enregistrement, elle prend votre bagage et elle met une étiquette. Et si vous regardez, elle met une étiquette, elle la colle très bien. Elle la colle sur toute sa longueur. Et vous avez vu que ces étiquettes, après arriver chez vous, pour les enlever, elles sont très difficiles à enlever. D'accord ? On ne peut pas pratiquement les décoller sans les déchirer. C'est tout simplement pour que on ne puisse pas, derrière, que quelqu'un puisse par souci, en voulant faire exploser un avion ou quoi que ce soit, puisse détacher une étiquette et la mettre sur une autre valise qui, elle, comporterait un dispositif explosif ou quoi que ce soit. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça va. Ça veut dire dans la formation même des gens, la première des choses, même pour l'agent d'escale qui vous fait l'enregistrement des bagages,
la sûreté est un élément clé. Donc, il ne faut pas demander à ces gens, moi j'en ai formé beaucoup, donc je connais bien le truc, on ne peut pas demander à ces gens d'être décontractés, parce qu'il faut qu'ils fassent vraiment attention à chacun de leurs gestes. Et ça, c'est juste un geste parmi d'autres. Hein. Ouais. Sur ces belles paroles, je pense que moi je vais décrocher. J'ai encore un autre métier, je vous ai dit hier, maître chien. Elles sont Moi, là. c'est l'heure sacro-sainte. Et moi, Alors, c'est l'heure sacro-sainte. Voilà. avant de vous quitter, les amis, donc il faut plus m'appeler docteur Cornelius parce que ça me fait un peu pompeux et j'ai l'impression que je suis tout vieux. Vous pouvez m'appeler par mon prénom, hein, tu connais mon prénom. Ou bien, vous avez deux possibilités. Soit vous m'appelez par mon prénom, soit beau gosse, comme vous voulez. Voilà, on va t'appeler beau gosse. Non, tu peux simplement changer le nom du profil, tu peux le changer, c'est pas grave. Allez, bonne Désolé, soirée parce que les amis. on a bifurqué pour voir sur des anecdotes un peu rigolotes, Non, mais il bah, faut bah, bien c'est bien, c'est bien. aussi, Ouais. ça fait plaisir. C'est On vous vendredi soir, embrasse, c'est le à week-end. bientôt. C'est le week-end. Allez, J'ai un petit truc à dire. Vas-y. J'ai un petit truc à dire vite fait rapidement. Vas-y, C'est fais-le. à une personne qui disait à une autre tu es dans le vent. Il répondait la chose suivante être dans le vent est l'ambition d'une feuille morte. C'est ah joli, oui, non? absolument. La Excellent. dernière citation. Monsieur, bonsoir. À bientôt. Oui. Bye. Allez, salut. Bye. Ciao. Ciao. Hey, salut.